Avalon, un nouveau multi-épisode. Et c'est un peu le début de la baisse de régime de la série pour moi. Ça reste bon à partir de là, mais j'ai vraiment commencé à perdre de l'intérêt dans la trame globale avec cet épisode et ce qui s'en est suivi. Et ça se retrouve surtout dans ce que ça va instaurer. Goliath laisse son gang patrouiller sans lui. Tu ne viens pas, Goliath? Non. Il y a plusieurs nuits que j'ai envie de terminer ce livre. Je veux savoir si Bella finira avec Edward ou Jacob. Bon ben, à dans 6 mois, patron. Oui, ce n'est qu'une blague. En même temps, une figure chevaleresque sort d'une brume magique sur le lac à proximité. Ah, ces cosplayers n'ont même plus peur de sortir la nuit, où va le monde? Évidemment, les voyous locaux s'en mêlent. Je n'ai aucun compte à vous rendre, monsieur. J'accomplis une mission. T'en as une belle épée, boîte de conserve. Pourquoi tu me la donnes pas? J'ai pas du tout peur que tu me laisses avec. Je suis stupide. Il se défend et la police intervient très vite. C'est là qu'on voit que c'est une œuvre de fiction. Tu es un gardien, et moi aussi. J'accepte de me soumettre à ta loi. Sarrazin. Pardon, il est mis en garde à vue, et comme il parle des gargouilles, il attire l'attention de Lisa. Il a dit qu'il cherchait un certain Goliath. Elle l'amène donc rencontrer le concerné, qui n'a plus que son chien de dispo pour l'accompagner. Et il le reconnaît! Tu es une brave bête. Une mémoire olfactive de 1000 ans, ça c'est un super pouvoir très situationnel. Mais enfin, c'est moi, Tom. Je n'étais qu'un gosse au château de Wyvern. Et oui, le gamin blond qu'on a vu dans les tout premiers épisodes a bien grandi, mais beaucoup moins vite que prévu. Et Xanatos qui continue de vieillir à vitesse normale, vraiment à la traîne. Il leur dit que le grand mage, vous savez, le méchant qui a choix en mode Looney Tunes, veut s'en prendre à leur progéniture. Oui, il est vivant et ils savent pas pourquoi. En fait, ils le sauront jamais vraiment. Dépêche-toi, Goliath, sinon le grand mage détruira les œufs. Le grand mage? Ça doit donner une omelette au goût spécial, ça. Le trio le suit donc à travers la brume, qui est en fait un portail magique vers un autre plan. Flashback. Je me demande combien survivront au voyage vers le royaume de ton oncle Kenneth. Ils survivront tous. J'y veillerai. Oui, nous mettrons en fuite quiconque menacera ses œufs. Je vais leur péter la gueule, tu vas voir. Devant tant de courage, la princesse Catherine l'adoube avec un couteau de poche. Quel honneur. Mais après s'être rendue au château de son oncle, la perspective d'héberger la couvaison de futures gargouilles est moyennement perçue. Ma cousine Catherine est quelqu'un d'étrange. Parcourir tout ce chemin avec des œufs de gargouille et en prendre autant de soin que des bébés humains. Cependant, ce n'est pas ça qui va foutre les choses en l'air, mais un autre conflit de pouvoir. Ok, on y a déjà eu droit dans le dernier multi-épisode, donc je vous le fais en accéléré. Sa cousine est jalouse qu'elle accapare l'attention, notamment auprès de son soupirant profiteur, qui en pince vite pour une autre. Les roses sont presque aussi merveilleuses que vous. Oh, merci, Seigneur, mais mon temps ne m'appartient pas aujourd'hui. Ce mec, en gros, c'est Hans sans une once de subtilité. Mais comme la cousine est blonde, elle se fait avoir par connard McCourtisan, qui la convainc de faire venir son père, le roi, en privé. Juste avant de le buter cash. T'as pas encore épousé la fille, mec! Mais y aller YOLO arrive bizarrement à payer pour lui, et il emprisonne tout le monde en prenant le pouvoir de force. À se demander à quoi ça servait qu'il la drague en premier lieu. Et ce qui finit d'énerver cette dernière, c'est qu'il préfère se taper sa cousine. Brune Power, j'imagine. Elle décide donc de se joindre à notre bande pour les aider à s'échapper, dans un plan de Magus qui a dans son grimoire un sort pour ouvrir la voie vers Avalon, plutôt parfait pour se cacher. Mais il y a un comité d'accueil. Écartez-vous et laissez-nous passer. Tu sais que c'est impossible, Magus. Oberon nous a nommés gardiennes de son île. Vous avez beaucoup d'étiquettes, les filles. Et notez la puissance de ces trois femmes, alors qu'elles se font humilier par un seul contresort rapide et quelques coups de rame. Putain, elles foutent vraiment les jetons.
Mais le livre de sorts de Magus ne peut pas traverser cette dimension, parce que TGCN. Et aussi parce qu'il doit être trouvé par Xanatos dans le futur, si on veut suivre la continuité. La cousine décide donc de garder l'objet en sécurité dans notre réalité, et la maman de Tom va l'accompagner. Mais je veux rester avec toi, maman. Oh, Tom. Ce sera plus fort que tu deviennes l'orphelin à 100%, mon chéri. Et puis, je me fais pas trop d'illusions, je suis pas un perso super vendeur. Fin. Le temps passe différemment sur Avalon. Pour chaque heure qui s'écoule là-bas, c'est toute une journée qui passe dans le monde réel. Ce qui représente un peu plus de 41 ans pour eux, les nombres collent. Notre trio arrive donc à Avalon, et voyez-vous ça, nos œufs n'en sont plus trop. À moins que la gestation des gargouilles dure un demi-siècle, ça devrait pas être un développement surprenant, hein. Ils font donc la connaissance des petits. Tu es Goliath? J'ai tellement entendu parler de toi. C'est un rêve qui devient réalité. Je peux avoir un autographe? Voici Angela! Et les autres, on s'en fout un petit peu. Dangereux, tu crois vraiment? Pendant une minute, le grand mage se la joue homme sable pour emmerder un peu avant de se barrer. À l'aube, vous allez tous mourir. Tâchez de vous y faire. C'était un petit coucou de bienvenue, et on part au château d'Avalon, alors qu'Elisa a remarqué quelques traits familiers chez la jeune gargouille-fille. Je sais que ce n'est pas le moment, Goliath, mais je suis obligée de remarquer qu'Angela ressemble pas mal à Demona. Après, vous vous ressemblez tous un peu... Pardon. De qui est-elle la fille? Tous nos enfants appartiennent à l'ensemble du clan, Elisa. Telle est notre tradition. C'est pas exactement ce qu'elle te demande. À moins que la création d'eux se fasse en se tenant les mains en cercle et en les faisant apparaître par magie. Mais on verra que c'est bien l'enfant biologique de ces deux-là, techniquement, et que Goliath utilise juste cette excuse pour ne pas se donner de lien spécifique avec elle. On aura tout le temps de s'y pencher plus tard, mais ça me fume tout de même pour deux choses. Un, que ces deux-là ont bien 100% concrétisé, et qu'à un moment donné, elle lui a pondu un œuf. Je sais ce que je vais chercher sur Rule 34 ce soir, moi. Et deux, que par total hasard, la fille de Demona se soit fait appeler Angela. Je vous présente Angela. Vous forcez peut-être un peu trop l'ironie symbolique là. C'est donc le retour à un château ancien, quelle nostalgie, et les retrouvailles de vieilles connaissances dans tous les sens du terme. Oh, Tom. Princesse. Goliath. Oh, Tom. Tu l'as retrouvé. Oh, c'est plus que je n'osais espérer. Cette partie-là est particulièrement touchante. Après tout ce qui s'est passé entre eux et l'animosité forte qu'ils ont vécue, on sent la maturité qui s'est développée chez ces deux-là, Catherine étant vraiment attachée comme une mère à ses gargouilles. Gargouilles qu'elle méprisait avant. Il y a quelque chose de vraiment impactant dans le développement induit des personnages et la reconnaissance qui s'en ressent. Et c'est encore plus fort chez Magus. Depuis l'histoire du début, il est en pleine culpabilité et s'est forgé comme ça tout au long de ses 42 ans. On sent la peine du perso qui n'est jamais arrivé à se pardonner, au point de ne jamais se juger digne d'avouer ses sentiments envers la princesse. J'aurais pas été contre qu'on passe plus de temps sur cette psychologie-là, mais les courts moments qu'on y alloue sont ultra efficaces. Ce que j'ai fait aux gargouilles il y a 1000 d'années était impardonnable. Bref, ils expliquent que les sœurs souveraines les ont tout récemment attaquées, avec l'aide de Macbeth et Demona qui sont toujours sous leur contrôle, et au service du grand mage qui dirige l'assaut grâce aux 3 artefacts qu'elles ont rassemblés pour lui. Toutes les pièces sont maintenant en place. Ah oui, il est en double parce qu'il a conspiré avec son moi du passé pour tout mettre en place et... Franchement, cette partie-là est chiante. On le voit voyager dans le temps pour se sauver de sa propre chute. Arrête! Oh, cesse de pleurnicher et fais preuve d'un peu plus de dignité. J'avoue au moins que c'est un peu drôle de voir la version géniale du passé interagir avec la version pleine d'assurance du futur. Alors pourquoi m'as-tu amené ici? Je pourrais te ramener là où je t'ai trouvé. Non, non! Alors c'est parfait. Il suffit de donner de l'écho à sa voix pour gagner en classe, apparemment. Où sommes-nous donc? Ne demande pas où, mais quand. Seconde fois que vous le faites. Il ne s'agit pas de savoir où, mais quand. Oh,
Il met en place sa rencontre avec les Sœurs Souveraines, leur alliance, le fait que la manipulation de Demona et Macbeth par ces trois-là vient de lui. En gros, on nous dit qu'il est derrière tous les événements majeurs qui mènent à l'assaut de maintenant. Et c'est sans doute la partie que je trouve le plus naze dans tout le principe de temps immuable que la série a mis en place. D'une part, parce que ça transforme les Sœurs Souveraines, qui avaient une certaine prestance avant, en sbires glorifiés dociles qui suivent bêtement ses directives, mais aussi parce qu'on est à fond dans un cas logique de serpent qui se mord la queue. Pour que le grand mage... Ok, ce nom commence à me saouler. On va l'appeler... Hervé, à partir de maintenant. Pour que Hervé le blaireau évolue en Hervé le Tout-Puissant, il faut qu'il existe déjà un Hervé Tout-Puissant pour le guider. Mais comment ce Hervé 2.0 existerait en premier lieu, si ce n'est par la volonté du destin? On se fourre de façon ultra forcée dans la ligne tracée immuable. Il n'y a pas de choix ou de logique recherchée là-dedans, contrairement à l'épisode qui a mis ça en place. C'est juste, il faut que Hervé Tout-Puissant existe parce que le scénario en a besoin. Autrement dit, destin, ta gueule. Vous m'excuserez de pas considérer ça comme de la grande écriture. Cela dit, oui, dans l'absolu, ça respecte les règles mises en place. Enfin bref, Hervé le blaireau finit par recevoir son upgrade via l'œil de Votan et un grimoire à bouffer. Si ça pouvait être aussi simple d'apprendre ces livres de cours à l'école. Et on boucle la boucle. Tu es certain de savoir ce que tu dois faire? Il me semble, j'ai regardé comment tu faisais. J'adore le fait que ça le dérange pas de savoir qu'il dira et entendra exactement les mêmes choses qu'il s'est tapé lors précédente. Mêmes exaspérations, même réparties, même rire sardonique. On se lasse de rien. Maintenant que tout est expliqué et mis en place, nos héros se disent que ce serait pas mal d'amener le grand combat avant la tombée du jour. Notre espoir le plus sûr est dans une opération furtive. Pas si furtif que ça, et malheureusement la tentative n'aboutit à rien. Enfin, à part convaincre Hervé de faire son grand assaut plus tôt. Je leur ai généreusement accordé de vivre jusqu'à l'aube. Mais s'ils sont si pressés de mourir... Puisqu'ils m'ont énervé, je ne vais pas profiter de cet avantage évident. Je suis un grand méchant. Mais il y a une autre personne sur place. Un roi endormi qu'on évoque à 2-3 reprises. L'île d'Avalon est demeurée déserte. C'est-à-dire à l'exception du roi endormi. Et Elisa envisage de lui faire quitter sa sieste. Vous voulez réveiller le roi? Vous oseriez? Ben, on est un peu dans la merde tout de suite. C'est un risque acceptable vu les circonstances. Évidemment, c'est pas une chambre simple. Et Magus, qui se sentait mal de ne plus avoir son livre de sorts, n'en a pas tant besoin. Pierre guerrier qui avait juré de rester dans le temps passé, je vous libère de ce serment. Tu peux inventer des sorts au débeauté ou t'as une super bonne mémoire en fait? Bon, la petite épreuve de base de fête et un roi à sortir du roupillon. Arthur Pendragon, roi de toute la Bretagne. On a besoin de vous. Ah ben oui, tant qu'à faire, autant en prendre un qui soit connu. Cette heure-ci, on met mon pied au cul? Ouais, le roi Arthur est désormais parmi nous. Tout ceci est très flatteur. Mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer ce qui se passe au juste? On a fait tout le chemin à pattes jusqu'au château et vous m'avez pas parlé. C'est vraiment pas sympa. Un résumé plus tard. Vous m'avez réveillé un peu trop tôt. Je n'ai ni mon Excalibur, ni mes chevaliers, ni mon vieil ami Merlin. Ils sont en stase sur un autre plan parallèle. Donc à partir de maintenant, c'est lui le chef d'opération qui répartit les tâches. À 12 minutes de la fin de ce triple épisode d'1 heure. Ah, quelle satisfaction. On aura 3 équipes. Arthur, Elisa, Tom et Gergou Joseph contre Macbeth et Demona. Goliath et Angela contre Hervé. Et Magus contre les 3 sœurs. Ah ouais, il se les tape en solo. C'est un malade. Premier combat. De quelle nouvelle magie peut-il s'agir? J'apprécie sincèrement que la série en fasse peu des caisses sur ça. Il est normal que ce décalage existe, mais on ne s'appesantit pas dessus pour forcer l'humour. Bon, à part pour le rappel assez sympa de l'intérêt de Macbeth envers Arthur, cette rixe-là n'a pas grand-chose de très notable.
Du côté des magos... Il mystique d'Avalon, entends mon appel, emplis-moi de ton énergie. Oui, elle le laisse scander son sort tranquille pour se faire avoir. Grosse baisse. Elles sont pas à leur meilleure forme dans cette histoire, hein. C'est donc un duel de sorts, pas trop mal, et il finit par les enchaîner en mettant tout ce qui reste de ses forces. Et au centre, Goliath se frotte à Hervé, qui prend d'abord la main. Voilà un millénaire que j'attends cet instant. Non, de ta perception, ça fait genre un jour ou deux qu'il t'a balancé dans le vide. Unlimited power. Bon, après quelques minutes, Angela se dit qu'il serait peut-être temps d'intervenir un petit peu, et après un âpre combat, il parvient à lui arracher son œil. Le méca magique, ça reste à peu près tout public. Non! Le grimoire! Sans l'œil de Votan, je ne peux plus maîtriser son pouvoir! Je tenais à le préciser en mourant afin que le spectateur comprenne! C'est une grande victoire, mais à un prix. Oh, Magus, qu'avez-vous fait? Princesse. Ce sont des adieux déchirants où Goliath lui permet enfin d'avoir son besoin d'expiation à la toute fin. J'ai maudit votre clan. Vous avez sauvé mes enfants. Non, comme je suis fatigué. Et je l'admets, ça m'a tiré une légère larme. Démona et Macbeth sont libérés de leur sort et... balancés au pif dans le monde... Vous savez que l'une d'entre eux veut détruire l'humanité, les gars! Merde, là. Ça vous va, ça? On relâche aussi comme ça les sœurs souveraines. Ouais, tant qu'à faire... De toute façon, s'il y a personne pour leur dire quoi faire, elles sont pas capables d'accomplir quoi que ce soit. Arthur part en expédition pour découvrir le monde, et dans le même ordre d'idées, Angela a envie de rejoindre son papa à son retour à Manhattan. Gabriel, il faut que je parte pour voir le monde. Vous autres, vous pouvez croupir ici, on s'en fout de vous! C'était... pas mal. Il y a plusieurs moments forts là-dedans, et j'apprécie qu'on relie autant de choses, notamment les œufs qui jusqu'à présent donnaient l'impression de ne rien signifier de précis. Mais en même temps, ça devient un peu indigeste. Il y a un bon nombre de développements grossiers, et c'est franchement là que l'univers commence légèrement à me perdre, en se complexifiant un peu trop inutilement. Bref, ce sont les au revoir à Avalon, direction New York. Du moins, c'est ce qu'il croit. Je croyais que vous aviez compris. Avalon ne vous conduit pas là où vous voulez aller. Avalon vous envoie là où on a besoin de votre présence. Attendez un peu. Oh, ça ne devrait être qu'une petite parenthèse rapide. Pas vrai? Mais comme tous les enfants, nous avons grandi. Il grandit, notre Simba.